passer la parole à Rémi Adam. Le thème de son intervention, comme il est écrit, une révolution dans mon laboratoire, 1917, la révolte des soldats russes en France. Bien, l'intitulé de mon intervention reprend en quelque sorte le fil qui m'a guidé depuis le milieu des années 80 lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des deux brigades russes envoyées en France par le tsar Nicolas II en 1916. L'analogie entre le processus révolutionnaire à l'œuvre dans ces unités tout au long de l'année 1917 et les réactions chimiques que l'on peut observer dans la transparence des instruments et le huis clos d'un laboratoire revient à être utile. Celui-ci, d'une part, traduisait ainsi le caractère isolé, comme en vase clos, d'une mutinerie se déroulant à des centaines de kilomètres du front et à plusieurs milliers du territoire russe. Mais il exprimait d'autre part l'identité de nature entre la révolte de ces 10 000 soldats et la révolution russe dans son ensemble. Les deux pages consacrées au récit de la mutinerie de la Fifine dans l'histoire de la révolution russe invitaient à pousser les portes de son laboratoire et à décomposer le tableau de ces éléments chimiques. Traversons donc les principales étapes par lesquelles la révolution s'est frayée inexorablement son chemin. Après un an et demi de guerre, les armées françaises étaient déjà exsangues. Les offensives lancées sur le front occidental par un commandement assassin et souvent incapable s'étaient brisées les unes après les autres sur les défenses adverses, au prix de pertes effroyables. De la bataille des frontières en 1914 et les 30 000 morts au sanglant 22 août, à la Marne, puis aux contre-offensives de l'Artois et de Champagne de l'année 1915, l'équilibre des forces militaires avait figé les lignes sur des centaines de kilomètres, de part et d'autre de réseaux de tranchées et d'abris. Toute une partie de la jeunesse d'Europe et des empires coloniaux français et britanniques y étaient désormais terrés avant bien souvent d'y périr. L'enfer de ces combats que témoins, historiens, artistes ont décrit depuis reste le symbole de la barbarie de la première guerre impérialiste engagée pour un repartage du monde. Mais il fut aussi la matrice des révoltes, des mutineries et d'une révolution dont la première vague frappa la Russie en 1917. Pour reconstituer ces unités décimées, le gouvernement français avait engagé dès septembre 1914 la révision des réformés et des exemptés. Entreprise renouvelée l'année suivante, qui maintenait la population sous une menace permanente, mais était tout à fait incapable de résoudre la question des effectifs. Les classes 1915 et 1916 avaient donc été appelées en anticipant leur incorporation, respectivement de 11 mois et d'1 an et demi. L'impérialisme français avait largement puisé simultanément dans les forces vives de ces colonies, principalement celles de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique orientale, mais aussi parmi les populations du Maghreb et jusqu'aux Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Les peuples auxquels la République refusait de reconnaître les droits les plus élémentaires et dont elle pillait les richesses, et dont elle allait exiger qu'ils payent l'impôt du sang, et meurent pour une patrie et des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Mais cela n'allait pas sans contestation et révolte. L'idée avait donc surgi dans les ministères et les états-majors alliés de puiser tout aussi naturellement, dans les immenses réserves du réservoir humain russe. La Russie, dépendante des capitaux occidentaux depuis son intégration au marché mondial et son essor industriel, n'était-elle pas devenue une sorte de semi-colonie du capital occidental? En décembre 1915, un premier projet acta que l'autocratie, dans l'incapacité de mobiliser et d'armer des millions d'hommes, devrait fournir à la France 1 200 000 hommes pour reconstituer ses rangs et, je cite, les jeter dans la balance lors des offensives prévues de 1916. Dépêché à Petrograd, Paul Doumer avait en charge la partie politique, tandis que le général Pau, chef de la mission française auprès de la Stavka, le commandant suprême de l'armée impériale, fut chargé d'élaborer les conditions techniques du transport et de l'emploi d'un corps expéditionnaire. L'objectif fut cependant vite ramené à 400 000 hommes. Dans son beau roman, que vous pouvez trouver sur une des tables de la sortie, Le Carnet de Nicolas, Raymond Massaille résume ce troc imposé, je le cite. Les tacticiens de l'Ouest manquaient d'hommes, de tsars, de fusils. Il suffisait de vendre de la chair, du matériel déclassé et des munitions. Les tractations furent plus délicates que prévues,
Elles durèrent jusqu'en janvier 1916 et le marché fut conclu. Mais si la Russie était entrée en guerre et était passée à l'offensive à l'été 1914 pour satisfaire les exigences franco-britanniques, sa décomposition était déjà si avancée, un an plus tard, que son armée était bien incapable de fournir la quantité de chair à canon demandée. L'ampleur du projet initial aurait également nécessité des capacités de transport et de sécurité inatteignables. L'inertie, voire l'opposition du commandement russe firent le reste. Les négociations aboutirent ainsi à l'envoi de 2 brigades en France, soit environ 20 000 hommes, et 2 autres aux effectifs identiques vers Salonique et l'armée d'Orient. Dès sa constitution, donc, le corps expéditionnaire reflétait une réalité qui dépassait de très loin son intérêt militaire, réduit désormais à un geste symbolique. La première brigade effectue un voyage éprouvant et aussi fascinant, de 3 mois. D'abord par le Transsibérien depuis Moscou, puis par voie maritime depuis le port de Dairen en Mandchourie jusqu'à Marseille, où elle débarqua en avril 1916, après être passée par Saigon, Singapour, Colombo, Djibouti et Port Saïd. La 3e brigade parvint durant l'été à Brest et près de La Rochelle en empruntant depuis Arkhangelsк la route plus rapide du nord. Au lendemain du débarquement de la première brigade de Marseille en avril 1916, le bourrage de crâne de la presse et des officiels fonctionna à plein régime. Voilà des moujiks, doux et braves, dévoués à Dieu et au tsar, forcément fidèles et obéissants, que le poilu pouvait prendre pour modèle. Le régime ayant voulu en outre constituer un corps d'élite offrant toutes les garanties possibles, beaucoup en son sein avaient été sélectionnés pour leurs aptitudes physiques, voire la couleur de leurs yeux. Dans le Vieux-Port, puis dans la capitale, la foule, à laquelle on expliquait encore qu'ils n'étaient que les premiers soldats d'une chaîne ininterrompue qui devait déverser des dizaines de milliers d'autres hommes, fut invitée à les acclamer et à leur jeter des fleurs. À leur tête, des officiers supérieurs issus de la haute noblesse, des généraux serviteurs de toujours de l'autocratie, dont certains avaient directement participé à l'écrasement dans le sang de la Révolution de 1905. Et si l'immense majorité des soldats était, comme en Russie, d'origine paysanne, la première brigade avait une composition beaucoup plus ouvrière. Des Baltes, des Ukrainiens, des Polonais et les autres composantes de la prison des peuples russes, placées sous son uniforme, complétaient le tableau de cette unité. Jusqu'au printemps 1917, celles-ci combattirent et partagèrent le sort de tous les pauvres couillons du front, comme le disaient les vifins français, avec son cortège de morts, de blessures, visibles ou invisibles. Les messes et les popes, avec leurs icônes transplantées également sur le sol de la Champagne, étaient bien impuissantes à les faire oublier. Courmas, et malgré la volonté du commandement, paralysé par l'effondrement de son ordre social et de ses valeurs, d'en retarder l'annonce, les soldats apprirent la fantastique nouvelle de la Révolution et de la chute du régime de Petrograd par divers canaux. Des liens ténus avaient été tissés d'une part avec certains militants de l'émigration à Paris, notamment autour de l'hôpital Michelet, à Banque, où étaient soignés une partie des blessés des 2 brigades. En dépit des contrôles et de la surveillance dont les Russes faisaient désormais l'objet, des tracts, des journaux, atteignirent également le flou, comme l'indiquent les saisies rapportées par la censure postale. D'autres informations, enfin, leur avaient été transmises par les Français qu'ils côtoyaient dans certains cantonnements. La Révolution se jouait de l'absence d'une langue commune. Vint ensuite l'annonce officielle et, comme dans toutes les unités en Russie même, la prestation de serment au gouvernement provisoire. Le contre-coup de la Révolution se manifesta en premier lieu contre le corps des officiers. Ces barines les avaient méprisés et avaient appliqué avec zèle les châtiments corporels dont l'usage avait été rétabli peu avant la guerre. Le gouvernement provisoire et Kerensky avaient certes dépêché en France des émissaires pour les représenter et apaiser ainsi la colère des troupes, et bien souvent la haine envers les généraux et colonels tsaristes. Ces envoyés prétendirent vouloir collaborer à la réorganisation de l'armée sur des bases démocratiques et dans l'esprit révolutionnaire, et dissiper ce qu'ils appelaient des malentendus. Mais mission leur avait été donnée de raffermir les qualités combatives de l'armée, ce qui ne pouvait que signifier rétablir
rétablir la discipline pour remettre les unités en ordre de marche sous les ordres de ces mêmes officiers supérieurs. Évoquer le nouveau régime et les avantages futurs que celui-ci procurerait à la population, à condition que la guerre soit terminée, ne pouvait convaincre ces soldats de continuer à obéir sans murmure et de repartir au combat comme si aucun changement d'importance n'était possible. Ils réclamèrent leur rapatriement, entendant rejoindre leur famille et vivre pleinement la Révolution. S'emparant du fameux prikaz numéro 1, adopté par le Soviet de Petrograd sous la pression de la troupe, les soldats élurent eux aussi leurs représentants et créèrent leur propre comité au cours du printemps 1917 à la grande frayeur de l'état-major français. Certains de ces comités décidèrent même que l'offensive à laquelle les unités étaient préparées serait la dernière à laquelle ils participeraient. Et partout la troupe échangeait, s'éveillait à la politique et surtout gagnait en confiance. Des hommes prenaient la parole pour la première fois. La musique et les chants d'espoir retentissaient dans les cantonnements russes. La révolte, encore sourde jusque-là, éclata au lendemain de l'échec de l'offensive du 16 avril 1917, dans laquelle les 2 brigades avaient été jetées par Nivelles. En 3 jours, près de 6 000 hommes périrent ou furent gravement blessés dans les assauts contre Coucy, Brive, et la Côte-Saint-Louis. Au même moment, l'armée française fut touchée par une vague de mécontentement, de colère et de mutinerie, d'une profondeur et d'une étendue sans précédent depuis août 1914. Durement saignées, les troupes russes furent retirées du front et éloignées des unités françaises. Le 14 mai 1917, premier mai du calendrier russe, drapeau rouge déployé, portant de nombreuses inscriptions révolutionnaires en cyrillique et en français, les soldats manifestèrent par milliers, conspuant le général Palitsine, commandant du corps expéditionnaire venu s'adresser à eux sur son cheval blanc. Un défilé du 1er mai, donc, sur le front, le fait est resté sans équivalence. Des meetings s'improvisèrent et des porte-paroles s'affirmèrent. À des milliers de kilomètres de la Russie, les mêmes scènes se dessinaient, les mêmes colères, les mêmes aspirations. En urgence, ces unités furent de nouveau déplacées par Pétain, le nouveau chef des armées, une première fois dans les Vosges, puis dans la Creuse au cours du mois de juin 1917. En les isolant des premières lignes de la population, les autorités entendaient les ramener à l'obéissance tout en empêchant le moindre effet de contagion. À cette date, le gouvernement provisoire et plus encore Kerensky conservaient un crédit important. Les soldats espéraient d'eux des changements concrets et rapides de leurs conditions et attendaient fébrilement l'annonce de leur rapatriement. Leur attente fut vaine. Le nouveau pouvoir à Petrograd n'eut de cesse d'exiger leur désarmement et leur soumission aux officiers, pourtant unanimement rejetés, mais soudainement devenus de fervents démocrates, parés de rubans tricolores ou rouges. Méfiants, les soldats refusèrent de se soumettre et d'être désarmés, sans garantie en échange. Kerensky s'adressa à eux en tant que soldats citoyens, rebaptisant ainsi le journal qui leur était dédié en France. Mais que signifiait à leurs yeux être un citoyen s'il fallait rester sans armes pour se défendre contre ses ennemis de l'intérieur? Le gouvernement français prit la mesure de leur détermination et ne tenta pas d'imposer leur désarmement. C'est donc avec leurs fusils, leurs mitrailleuses et leurs dotations en munitions que les Russes s'installèrent dans le camp de la Courtine entre la fin juin et le début du mois de juillet 1917. Ce furent principalement ceux de la première brigade, arrivés les premiers dans l'enceinte militaire, qui allaient y vivre une expérience tout à fait unique sur le front occidental de près de 3 mois. Ces soldats ne tardèrent pas en effet à chasser leurs officiers, pas mécontents d'ailleurs d'échapper ainsi à leur moquerie et à leur tourment, et s'organisèrent autour de leur comité. Là, en petits groupes, ou lors d'assemblées réunissant des centaines voire des milliers d'hommes, se disputaient toutes les questions de l'heure, la guerre, le partage des terres dans leur pays, le pouvoir des soviets, l'attitude de la France, dont ils avaient désormais, non sans raison, qu'elle les avait achetés et sacrifiés contre la livraison de quelques caisses de munitions, et celle du gouvernement provisoire de Kerensky, son nouvel homme fort. Des leaders et leur audace s'y affirmèrent. Pierre Kideev, Ivan Bataïs, Michel Volkov, Afanassi Globa, des soldats du rang, dont plusieurs avaient été blessés au
émissaires à la Courtine. Un nouveau commandant, le général Jankévitch, et plusieurs civils, Rapp, Morozov, Svatikov, nommés délégués du gouvernement provisoire et haut commissaire de la Russie. Ceux-ci firent de grands discours, exaltant la nouvelle Russie et son avenir, mais ils ordonnèrent à leur tour le désarmement des rebelles et leur retour au front pour y combattre jusqu'à la victoire. Si une infime partie des soldats et de leurs représentants redoutaient l'épreuve de force annoncée et quittèrent le camp sous cette pression, l'immense majorité rejetèrent ces exigences. C'était aussi un défi lancé aux autorités françaises, qui auraient bien voulu voir ces troupes, devenues incontrôlables, quitter à jamais le territoire. Après 3 mois de face à face, de manœuvres de commandement et d'ultimatum, Kerensky décida de mener l'assaut contre les 10 000 lutins qui étaient encore retranchés dans le pays. Pour mener cette opération militaire, avec canons, mitrailleuses et mouvements de troupes soigneusement préparés, il s'appuya sur l'unité d'artilleurs traversant providentiellement la France et se dirigeant vers le front d'Orient. Il disposait ensuite de la fraction du corps expéditionnaire qui stationnait au camp du Cournot et qui demeurait sous l'influence du commandement. Au total, plus de 5000 soldats russes furent ainsi mobilisés pour encercler le camp dans la première semaine de septembre. Une mini-guerre civile se préparait avec la complicité du gouvernement français. Presque au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres de là, les forces de la Révolution et celles de la contre-révolution menées par Kornilov s'opposaient violemment. Malgré la volonté officielle d'intervenir dans l'état intérieur des troupes russes, de ne pas intervenir dans l'état intérieur des troupes russes, réitéré à plusieurs reprises, le rôle des autorités françaises fut prépondérant. Pendant plusieurs semaines, elles exigèrent de Kerensky une solution définitive à la révolte. Et si elles entendaient que le commandement russe assuma les responsabilités de la répression, le gouvernement demeura le commanditaire et le donneur d'ordre. L'armée française fournit par ailleurs une aide déterminante en assurant le transport des troupes d'assaut et en les dotant de plusieurs canons de 75, de leurs munitions et d'un système d'éclairage. 5000 de ces soldats, enfin, formèrent un deuxième cordon autour du camp de la Courtine, au cas où les unités russes chargées de la répression échoueraient dans leur tâche. À l'issue de 3 jours de tirs et de combats, les lutins se rendirent et furent désarmés. L'ordre régnait à la Courtine. Officiellement, au prix de 8 morts et 44 blessés parmi les insurgés. Un bilan dans les archives et les témoignages indique qu'il est en partie sous-estimé. Plusieurs centaines de soldats furent jetés en prison. Des dizaines d'entre eux, dont les principaux meneurs de cette révolte, furent déportés dans les locaux du fort Liéno de l'île d'Aix. Plusieurs milliers d'autres seront par la suite déportés en Algérie. Plusieurs semaines après l'écrasement de cette mutinerie, le gouvernement français prit de nouveau les choses en main. Il refusa de prendre le risque que se renouvellent, même à petite échelle, des événements de même nature. La Révolution d'octobre, accueillie avec enthousiasme par les soldats du corps expéditionnaire, qui y virent une revanche mais aussi l'espoir renouvelé d'un retour tant attendu, rendait impossible leur retour. La République n'entendait pas offrir cette victoire politique aux bolcheviks qui réclamaient ce rapatriement avec la population russe depuis des mois. Le gouvernement français installa donc une base russe à Laval, chargée d'administrer et surtout de surveiller ses contingents. Il leur fut proposé tout d'abord de retourner sur le front, mais à la condition de dissoudre tous les comités de soldats et de se soumettre sans condition à leurs officiers et à la discipline française. Une légion des volontaires, combattant au sein de la division marocaine, fut ainsi constituée avec les quelques centaines d'hommes qui acceptèrent cette offre ou qui y furent contraints. Seule unité russe encore engagée dans la guerre après la paix de Brest-Litovsk, cette légion combattit jusqu'à l'armistice, non sans connaître de nouvelles convulsions dans ses rangs. Et si un bataillon fut recruté au cours de cette même année 1918 et placé sous les ordres du général Denikin, en Russie même, une partie passa du côté des Rouges dès leur premier engagement, non sans avoir réglé quelques-uns de leurs comptes avec leur famille. La presque totalité des anciens soldats du corps expéditionnaire refusèrent de se soumettre de la sorte. Les 2 tiers environ des effectifs furent incorporés par petits groupes, dispersés et placés sous une étroite surveillance dans des compagnies de travailleurs volontaires. Pendant plus de 2 ans, ils effectuèrent des travaux pénibles,
notamment du terrassement et du bûcheronnage, loin du front et des usines, c'est-à-dire de tout contact avec les soldats et la population. Quant aux hommes refusant également de devenir les vidangeurs des Français, comme il disait, soit 5000 hommes environ des 2 brigades ayant combattu en France, ils furent déportés dès janvier 1918 en Algérie vers des compagnies de travail forcé ou dans des camps disciplinaires comme celui de Mercedes. Leur rapatriement n'interviendra en 1919 et 1901 après un accord avec le pouvoir soviétique passé par l'intermédiaire de Danemark. L'immense majorité exigèrent alors explicitement d'être dirigés vers les territoires contrôlés par les bolcheviks. Quelques centaines d'entre eux s'installèrent en France, une partie provisoirement, la majorité définitivement. Et je comprends qu'il y avait au moins plusieurs descendants ici dans la salle. L'étude de cette mutinerie, d'une ampleur, d'une durée et d'une nature sans équivalent sur le front occidental, apporte une série de réponses à tous les détracteurs de la Révolution russe. Au printemps 1917, les soldats du corps expéditionnaire présentés unanimement par la presse un an plus tôt comme des moujiks obéissants, dévoués au tsar et à Dieu, n'étaient certes pas tous devenus des bolcheviks, des maximalistes, comme on l'écrivait alors couramment. Ils n'étaient pas davantage les jouets dociles des militants de la presse de l'émigration avec lesquels des contacts s'étaient noués, notamment dans les hôpitaux, au lendemain de la chute de l'autocratie. Et ils étaient encore moins des espions au service de l'Allemagne, comme certains le prétendent encore aujourd'hui. Mais ils étaient, si l'on peut dire, entrés en révolution, rompant définitivement avec l'ordre social que l'armée russe incarnait, ce qui allait les mener par la suite à la rupture avec le gouvernement provisoire dont ils attendirent vainement qu'il changeât leur sort. Une poignée d'entre eux, dont ceux des principaux dirigeants de la mutinerie de l'été 1917, Pierre Kigaïev et Ivan Bataïs, avaient des convictions socialistes affirmées avant même de quitter la Russie. D'après les sources soviétiques et certains témoignages de survivants, quelques autres étaient sans doute membres du proche du Parti ouvrier social-démocrate de Russie avant leur intégration dans le corps expéditionnaire. Le régime tsariste avait d'ailleurs peut-être profité de la formation de cette unité pour se séparer de quelques fortes têtes en 1916. Mais beaucoup étaient surtout suffisamment âgés, entre 30 et 40 ans, pour avoir vécu les événements révolutionnaires de 1905 à peine 12 ans plus tôt. Car ces unités portaient en elles-mêmes, depuis leur formation, les ferments de leur décomposition. Elles étaient faites des mêmes atomes, de la même matière sociale, partageaient les mêmes aspirations profondes à la paix, la même aversion vers le corps des officiers et ceux qui s'en faisaient les serviteurs. La guerre, puis sa remise en cause, jouait un formidable rôle de révélateur et d'accélérateur des oppositions sociales qui traversaient la société russe. Celle-ci se trouvait en outre concentrée sous l'uniforme. Dès l'annonce de la chute du tsar, nul ne pouvait plus exiger du soldat qu'il sacrifiait sa vie pour un régime et des officiers qu'il a laissés. Ce mouvement profond, touchant unité après unité, homme après homme, gagna la quasi-totalité de la troupe, y compris la majorité des éléments qui avaient participé à la répression de la mutinerie de la Courtine en septembre 1917. La lecture de leur correspondance, rendue possible par les archives de la censure postale, révèle une spectaculaire transformation des consciences. Malgré la répression, la dispersion des unités en multiples détachements, la déportation de milliers d'hommes en Algérie, l'enfermement fréquent des hommes suspectés de jouer un rôle d'agitateur et de meneur, la propagande contre-révolutionnaire incessante qu'ils subissaient, les anciens soldats du corps expéditionnaire étaient devenus les défenseurs déterminés de la révolution d'octobre. Dans leurs lettres, un nombre très significatif de soldats exprime une adhésion aux idées mêmes de cette révolution: la paix, le pouvoir aux travailleurs, l'égalité, la dignité conquise, l'entente entre les peuples contre tous les bueurs de sang. Prisonniers, otages de l'impérialisme français, il désigne avec une grande précision la responsabilité de la France bourgeoise et de son gouvernement. Pendant la guerre civile, qui s'ouvre au printemps 1918, tandis que la plupart des officiers supérieurs des 2 brigades partirent combattre avec Kolchak et Denikine, ils soutinrent le gouvernement de Lénine et Trotsky, comme ils disaient. Les rouges contre les blancs, la révolution face à la contre-révolution. Ainsi, les hommes, présentés comme les plus fidèles et dotés de toutes les vertus rêvées par le commandement, étaient devenus en quelques mois des représentants de la première révolution ouvrière victorieuse.
C'est une leçon sur la façon dont les contradictions qui traversent les sociétés peuvent, notamment dans les situations de guerre, accélérer le cours de l'histoire, puis le bouleverser. Et c'est un formidable espoir pour tous les peuples qui, de la Russie à l'Ukraine, en passant par la Palestine, Israël, la République démocratique du Congo ou encore le Soudan, subissent aujourd'hui le talon de fer du militarisme et de l'impérialisme. Merci beaucoup, Rémi Adam. Vous pourrez retrouver un certain nombre de livres de Rémi dans la première salle d'accueil. Au stand de Livres en lutte. Livres en lutte, c'est aimablement chargé non seulement de proposer ses publications et ses livres au public aujourd'hui, mais également de prendre en charge la vente des livres des conférenciers et conférencières. Donc, je ne saurais que vous recommander, si cette histoire des soldats russes en France et du corps expéditionnaire vous intéresse, vous passionne, de prendre de connaissance et d'acheter le bouquin de Rémi Adam, Les Révoltés de la Courtine, qui date de 2020. C'est le dernier, si je crois bien me souvenir, le plus complet sur cette histoire qui puisse exister dans toutes les publications. Voilà. Et il est disponible au stand de la Courtine tout de suite à gauche en sortant. Voilà. Pour saluer cette première intervention, nous allons passer maintenant une chanson russe à l'hommage des brigades russes. Сердце глупое, не бейся, мыслям скоро в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навек отстань, дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. А в 16-й проклятый и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вен не режем от досады, не зальем тоску в вине, что забыты те бригады на забытой той войне. Что забыты те бригады на забытой той войне. Только что-то ноет, тянет, не дает никак уснуть к золотым полям Шампани. Жребий выпал, значит, в путь, где душа легионера прозвенит мне как струна, что могила Сен-Делера. Наша русская война, что могила Сен-Делера. Наша русская война. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навек отстань.
дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань.